Et je vais vous parler plutôt de l'après-cancer pédiatrique et de la transition et du suivi médical, qui sont des travaux qui sont dans le prolongement, donc dans l'équipe, ceux qui sont faits dans l'équipe cancer et radiation, du CESP. En guise d'introduction, je vais vous parler d'abord du contexte de l'après-cancer pédiatrique et pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi de s'intéresser aux inégalités sociales de santé, de recours aux soins dans ce contexte-là, très précisément. Alors aussi, voilà, le titre parlait de transition, juste un mot rapide sur qu'est-ce que c'est la transition dans ce contexte-là. C'est la transition dans le cancer pédiatrique, mais dans plein d'autres pathologies pédiatriques, c'est la question de la continuité des soins entre la pédiatrie et les services adultes. Et dans le cancer, mais dans d'autres pathologies, en fait, il y a une augmentation de la survie de plus en plus au cours des dernières décennies. Et du coup, des nouvelles questions se posent, et surtout la question de rupture du suivi médical qui est associée à une plus grande morbidité, une plus grande mortalité. Un des effets où on voit qu'il y a un intérêt, il y a en tout cas un nouvel objet de recherche, c'est l'arrivée par exemple du terme transition vers les soins pour adultes dans le MESH. Voilà, tout ça c'est sur le plan scientifique, mais sur le plan clinique, c'est vraiment des nouveaux enjeux, des nouvelles façons de voir, des nouvelles pratiques, des nouveaux services qui se développent aujourd'hui, et une émergence des recherches sur comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe au ce moment de la transition et comment est-ce qu'on fait pour que les patients soient le meilleur parcours possible et un suivi médical qui se perdure. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, l'après-cancer pédiatrique, eh bien, je vous le disais, c'est à gauche de cette diapo une survie qui est vraiment augmentée beaucoup, c'est-à-dire qu'on est passé de 30 à 40% de survie dans les années 70 à 80, voire 85% de taux de survie aujourd'hui. Donc forcément, c'est des nouvelles générations de patients qui arrivent, pour les cliniciens, qui arrivent aujourd'hui à l'âge adulte. Le problème et la particularité par rapport à d'autres pathologies pédiatriques du cancer de l'enfant ou de l'adolescent, c'est les effets tardifs que vous voyez sur la droite de la diapo. Donc effets tardifs qui sont généralement en cancérologie classés selon un grade qui va de 1 à 5, 5 étant la mort. Donc vous voyez qu'il y a ici, donc c'est le temps depuis le diagnostic. Donc ce sont des effets qui se développent au fur et à mesure du temps. Vous voyez 10 ans, 20 ans, 30 ans après le diagnostic. Ils sont très nombreux si on prend tous les types de grades, et puis ils sont quand même sévères et importants, un grade 3 à 5 pour une grande partie des patients. Plus concrètement, donc voilà, les effets de chimiothérapie, radiothérapie sont nombreux sur la fertilité, sur il y a des séquelles cognitives aussi, il y a des séquelles auditives, et puis donc, ce qui peut impacter la mortalité, il peut y avoir quand même aussi des effets cardiovasculaires importants et des seconds cancers. Donc il y a une mortalité, une surmortalité par pathologie cardiovasculaire, par exemple, qui est de l'ordre de 8. Le SMR, par rapport à la population de même âge et de même sexe, il est de 8 à peu près. Donc ça augmente forcément la mortalité, ça réduit de fait l'espérance de vie de ces personnes qui ont été traitées pour un cancer alors qu'elles étaient jeunes. Donc je vous disais, nouveaux enjeux, nouveaux services de santé et nouvelles pratiques, notamment donc, dans plusieurs centres de cancérologie sont nées des consultations de suivi qui sont appelées à devenir des consultations de transition pour ces anciens malades pour essayer justement de détecter précocement les effets tardifs parce que certains peuvent être justement mieux repérés, mieux suivis. On pense aux pathologies cardiovasculaires, on pense aussi au second cancer. Quel est l'objectif de ces consultations? Bien, reprendre un peu l'histoire médicale, puisqu'il faut savoir que ce sont des patients qui ne sont pas toujours au courant de vraiment de ce qu'ils ont eu, parce que voilà, c'est des choses qui sont délicates des fois à aborder dans la famille, on ne garde pas forcément la trace, surtout quand c'est des dossiers papier des années 70-80, enfin ça c'est d'autres recherches qui nous l'ont montré. Bref, l'objectif premier, c'est de dépister les effets à long terme. Il y a aujourd'hui 5 centres effectifs en France, ça commence un petit peu à se développer, et dont l'Institut Gustave Roussy, auquel j'appartiens, qui donc a monté cette consultation en 2012. Quelles sont les modalités de consultation à Gustave Roussy? C'est pas pareil dans chaque centre, c'est un binôme avec un oncopédiatre et un médecin généraliste, et puis il y a aussi une consultation psychologique qui est offerte, proposée, on va dire, au moment de l'arrivée. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est long, c'est une consultation qui prend du temps pour les patients. Et le premier bilan de ces consultations, aujourd'hui environ 5 ans après l'instauration de ces consultations, c'est que le recours en fait il est assez faible. 30-35% dans certains centres des patients éligibles se rendent à ces consultations.
Donc voilà, le premier, vraiment un point d'interrogation important pour les cliniciens qui organisent ces consultations, c'est quels sont les facteurs, pourquoi est-ce qu'il y en a qui viennent, pourquoi il y en a qui ne viennent pas. Voilà, ces facteurs, ces hypothèses, comme ça, quand on commence sur ce sujet, on s'est dit, voilà, est-ce que il y a la question du besoin de l'état de santé, c'est-à-dire que tous les patients ne sont pas à risque de développer des effets iatrogènes. Il y en a qui vont avoir seulement, entre guillemets, seulement eu une chirurgie, d'autres qui ont eu des radiothérapies avec des doses importantes, d'autres avec des chimiothérapies, avec des effets iatrogènes assez importants aussi. Donc voilà, c'est la question c'est une médecine stratifiée normalement qui est censée se mettre en place, donc ça pourrait expliquer que certains patients ne se sentent pas déjà à risque. Bon, ça c'est une première chose, mais aussi on peut penser à des barrières financières, puisque donc c'est l'Institut Gustave Roussy, mais comme finalement d'autres centres, propose cette consultation qui est assez longue. On se dit, est-ce que ça va être payant? Heureusement, c'est gratuit. Tous les examens qui sont faits suite à cette consultation sont gratuits aussi, grâce à un système qui s'appelle le post-ALD, qui permet de réactiver, entre guillemets, vous savez, l'affection longue durée qui permet la prise en charge à 100% des soins. Voilà, donc il y a des barrières financières possibles, et puis bien sûr l'éloignement. Voilà, il y a une mobilité géographique, on est soigné dans un centre, pendant qu'on est enfant, on est rappelé par ce centre 20 ans plus tard pour dire venez voir, il y a peut-être qu'il y a une mobilité, les gens ont déménagé, etc. C'est forcément une des premières idées qui nous vient en tête. Cette question, elle est vraiment déterminante pour l'Institut Gustave Roussy parce que c'est déjà un institut qui a été le premier à avoir un service de pédiatrie, d'oncopédiatrie en France, et puis un institut qui est un institut de second recours, c'est-à-dire que beaucoup de patients sont venus se faire soigner à Gustave Roussy après être allés ailleurs. Donc il y a des gens qui venaient de très très loin déjà au moment de l'enfance, qui résidaient très loin de l'Institut Gustave Roussy. Donc on se dit, voilà, a priori il peut y avoir des facteurs comme cela. Et puis aussi peut-être des déterminants sociaux. Alors pourquoi ces déterminants sociaux sont importants? On l'a vu tout à l'heure. En France, les inégalités sociales sont importantes. Voilà, il y a une très très belle explication de ce schéma, donc je me permets d'aller plus vite dessus. D'autres choses sur lesquelles les économistes travaillent beaucoup, c'est finalement la question du recours aux soins, parce qu'on en a parlé rapidement, il y a plusieurs facteurs individuels, etc. Il y a bien sûr les comportements à risque, tabac, alcool qui jouent beaucoup, il y a l'exposition au risque professionnel, et puis il y a le recours et l'accès aux soins. C'est pas la même chose, hein. L'accès, on va plus être sur des questions d'ordre systémique, est-ce que j'ai une offre de soins autour de moi, et puis les questions de recours, est-ce que moi, individu, sujet, je me sens malade, et puis j'ai envie d'aller chez le médecin. Donc ces questions, elles sont passionnantes, elles sont donc aussi en France importantes. Pourquoi? Parce qu'on a le triste record des inégalités de recours aux spécialistes, malgré un système de santé universel. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Ces inégalités sociales de recours aux soins, elles recouvrent beaucoup de déterminants d'ordre différents. C'est pour ça que c'est passionnant, c'est pour ça que des fois c'est complexe aussi à interpréter. Il y a des questions qui renvoient à l'individu, d'autres questions qui renvoient plutôt aux professionnels de santé, d'autres questions qui renvoient au système, donc à la répartition de l'offre, aux barrières financières. La problématique sur laquelle on travaille dans l'équipe, c'est vraiment aussi plus au niveau du sujet. Hein. Moi-même étant sociologue, je m'intéresse beaucoup à la question de la représentation, de rapport à la santé, au risque, et puis aussi aux pratiques. Et puis, voilà, dans cette situation de contexte de vulnérabilité en santé de ces personnes qui ont été traitées pour un cancer quand elles étaient jeunes, comment est-ce qu'on peut démêler l'intrication des poids, des déterminants médicaux et sociaux? C'est une question théorique assez majeure, qui est très complexe dans les pathologies pédiatriques, parce qu'en plus, les gens se sont construits avec cet événement de santé, ils ont vécu ça depuis l'enfance, et ça soulève d'autres questions, et bien sûr, comme c'est naissant, il y a besoin d'études empiriques pour montrer tout ça. Alors, cette longue introduction, pour planter un peu le décor, et maintenant j'en viens aux méthodes. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sur quoi on travaille, quelle est la base de données. Donc la base de données, c'est une cohorte de patients qui ont été traités quand ils étaient enfants pour un cancer ou adolescents. La cohorte FCCSS, donc c'est Fine Childhood Cancer Survivor Study, c'est impossible
à dire quand on ne connaît pas, enfin, il est toujours, c'est difficile avec tous ces C et ces S, et c'est tout simplement pour se mettre sur le même modèle que la Childhood Cancer Survivor Study, qui est donc la cohorte américaine, qui comme d'habitude ont été voilà, très, très en amont sur tout ça, qui est une référence dans la littérature internationale. Cette cohorte, bon, elle est quand même ancienne, elle est beaucoup partie de l'Institut Gustave Roussy, je vous l'ai dit, parce que historiquement c'était un centre qui était très dévolu, on va dire, à l'oncopédiatrie. Aujourd'hui, elle est en cours de recueil, elle a vocation à être nationale, et l'intérêt, donc on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a un chaînage de données de types très très différents qui permet de faire des choses, en tout cas d'explorer des hypothèses différentes. D'abord, on a des données cliniques, bien sûr, sur le type de cancer connu enfant, le type de traitement qui ont été reçus. On a des données médico-administratives, donc c'est les données du SNIRAM qui sont issues qui sont autorisées grâce à un écrit en Conseil d'État, qui sont pour l'ensemble des sujets. Il y a l'adresse de résidence aussi, puisqu'en fait on envoie des questionnaires à ces patients pour avoir des données aussi individuelles. Et donc tout ça permet, je vous le disais, d'explorer plusieurs hypothèses sur finalement sur le recours aux soins, qui est donc voilà, l'objet de l'étude, quelle est, à part des facteurs médicaux, des facteurs individuels, des facteurs territoriaux, des caractéristiques du territoire ou des facteurs sociaux individuels. Alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que finalement c'est simple, mais en fait peut-être pas tant que ça, juste pour reposer la façon dont les données sont collectées. Donc aujourd'hui je vous présente les données qui sont vraiment, on est en train de les analyser, c'est assez préliminaire, on a travaillé beaucoup avec les données de la consultation de l'Institut Gustave Roussy, mais ça a vocation à être étendu aux autres consultations. Comment ça s'est passé pour la consultation de Gustave Roussy et pour les autres aussi? Eh bien, tout d'abord, il y a le statut vital, l'adresse de résidence, les causes de décès qui sont fournies par le CPDC via le répertoire, le RNIAM, et puis donc via les caisses d'assurance maladie. Ça, c'est pour constituer la cohorte. En 2012, il y a une extraction des données de la cohorte pour pouvoir commencer à construire la consultation. C'est-à-dire que c'est une consultation qui est construite sur la cohorte. Donc c'est une interaction très forte avec le service de pédiatrie, les services de pédiatrie. Donc, bien sûr, on prend les personnes qui sont vivantes en 2012, donc une adresse est connue, on envoie une invitation, un courrier d'invitation pour dire venez à la consultation. Et puis, donc ça c'est en 2012. En 2017, un premier bilan est fait déjà, et puis aujourd'hui on a fait le sens inverse, c'est-à-dire qu'on est allé au secrétariat, on a repris la liste des patients qui avaient été invités à la consultation pour la réimporter dans la base de données et ensuite regarder les déterminants du recours aux soins via les différentes données de la cohorte. Donc globalement, là sur Gustave Roussy, on a 3000 patients qui sont invités en consultation, 31% qui viennent. Et puis, si on regarde un peu les données de questionnaire, on regardera ça rapidement, bien sûr on perd du monde, mais on a quand même voilà, 2/3 des patients invités qui ont aussi répondu au questionnaire, donc qui permettent un peu de regarder les différents déterminants territoriaux, individuels. Voilà, donc là, très précisément, dans les diapos qui vont suivre, de quoi je vais vous parler vraiment? La variable dépendante, la variable d'étude, c'est le recours aux soins, est-ce que les gens sont venus à la consultation ou pas, et les différents facteurs qui sont étudiés, eh c'est le risque morbide dont je vous ai parlé, ce sont les caractéristiques du territoire, et puis les déterminants individuels plus sociaux, sexe, niveau d'études, statut vis-à-vis de l'emploi. Bon, les analyses sont assez classiques, et puis on a une collaboration avec les géographes de la santé qui permettent aussi de faire des analyses spatiales, de la cartographie, voilà, qu'on a trouvé assez intéressante et qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer aussi tout de suite. Alors, on a pris l'indicateur maison, c'est celui, donc le FDEL, celui qui a été fait ici. Pourquoi? Eh bien, parce que l'EDI, voilà, c'est les mêmes limites qui ont été évoquées tout à l'heure étaient là. Et puis, voilà, c'est l'indicateur du niveau socio-économique, c'est franc, c'est clair. Et c'est disponible à l'échelle de l'IRIS depuis peu, enfin, voilà, avec des travaux complémentaires. Les variables, c'est celles qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est le revenu, le taux de bachelier, le taux de chômeur, le taux d'ouvrier dans la population active.
Alors les résultats, donc, ils sont en deux parties. D'abord, on analyse sur l'ensemble des patients qui sont invités. Et donc là, on a l'indicateur de désavantage social qui permet un peu de relier aux caractéristiques du territoire. Et puis après, on regardera dans une deuxième partie les données des questionnaires. Alors d'abord, bon, première chose qui vraiment, c'est de la cartographie, c'est aussi de la visualisation. C'était intéressant aussi même pour les cliniciens. Puis voilà, ça permet d'aller un peu plus loin que les chiffres. Première chose, c'est de voir d'où viennent les patients. À gauche, ceux qui ont participé à la consultation de suivi. À droite, ceux qui n'ont pas participé. Et déjà, il y a quand même des lots qui viennent de très très loin pour une consultation. À l'Institut Gustave Roussy, c'était une première donnée, sachant que dans la base totale, on avait 43% des patients qui résidaient en Île-de-France. Sur les non-participants, ils sont là aussi éloignés, ça paraît simple, mais quand même, il y en a pas mal en Île-de-France aussi. Ça nous interpelle, c'est un des premiers points qui nous a interpellés. Quand on regarde, quand on analyse un peu globalement, en France entière, quels sont les déterminants du recours aux soins, eh bien, on a premières explications. On voit que c'est les sujets qui ont eu des traitements avec des effets iatrogènes importants qui viennent, donc a priori aussi des sujets qui sont déjà symptomatiques, mais là, pour l'instant, ce sera dans les perspectives, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment le dire, mais on peut le supposer. Donc c'est des types de cancers qui sont associés à des effets tardifs, les personnes qui ont des tumeurs cérébrales, CTC, les lymphomes de Hodgkin, les tumeurs osseuses, ça c'est pour les séquelles aussi de mobilité. Les personnes qui ont eu des agents alkylants, des anthracyclines viennent beaucoup, et puis la radiothérapie aussi est très très associée à la venue en consultation. Autre caractéristique, ce sont les sujets traités plus récemment qui viennent, plutôt dans les années 90, ce sont des sujets plus jeunes, ceci étant corrélé. Ce sont des femmes, vraiment, qui viennent beaucoup plus. Et puis, on voit que les personnes qui résident dans un environnement favorisé viennent plus souvent, et de même que les personnes qui résident en Île-de-France. Or, il y a bien sûr une interaction. Déjà, la première, entre sujets traités plus récemment et résidents en Île-de-France, c'est la question de la mobilité géographique. Voilà, ceux qui sont plus proches du diagnostic sont aussi encore généralement peut-être dans leur région de résidence d'enfance. Et puis, l'interaction très importante et majeure, c'est entre le lieu de résidence et puis le fait d'habiter en Île-de-France ou en province. Donc très clairement, les gens qui habitaient en dehors de l'Île-de-France habitaient dans des quartiers avec un désavantage social plus marqué. Donc qu'est-ce qu'on voit, on regarde là aussi, si on réduit un peu l'échelle, du coup on va en Île-de-France. Alors je vous demande de me croire, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas visuel là comme ça, mais quand même, on voit une association des couleurs en opposé, c'est-à-dire qu'à gauche vous avez la participation, à droite la non-participation. Plus c'est clair à gauche, moins il y a de gens qui participent, plus c'est foncé à droite, moins il y a de gens qui participent. On peut résumer ça comme ça. Et donc c'est un petit peu en résonance, c'est-à-dire qu'en gros, plus on est près du centre, plus on est près de Gustave Roussy, plus on participe. Et puis les gens qui ne participent pas sont un petit peu plus éloignés. Quand on regarde le score de désavantage social à l'intérieur des franciliens, eh bien, on voit, en analyse bivariée très, très simple, une différence. Il y a 31% dans les IRIS les plus défavorisés qui participent à la consultation versus 38% dans les quartiers plus aisés. Et quand on réalise des analyses multivariées, on est à la limite de la significativité, mais quand même, on voit qu'il y a une propension moindre à venir en consultation quand on est dans le quintile le plus défavorisé. Et ce n'est pas vrai pour les autres quintiles, donc il y a vraiment juste une opposition quintile plus défavorisé, quintile très favorisé. Qui est quand même importante, qui renvoie donc bien sûr, comme on l'a dit, pas aux caractéristiques individuelles, mais aux caractéristiques du territoire et de résidence des personnes. Quand on fait le focus encore de manière plus rapprochée, et là on s'intéresse au Val-de-Marne. Donc là c'est une première analyse, mais c'était ça nous a tous interpellés dans l'équipe et encore plus les cliniciens. Pourquoi? Parce que vous voyez le H ici, désolé je suis avec mes doigts parce que j'aime pas les trucs rouges, bref. Donc vous voyez que le H c'est l'hôpital Gustave Roussy, et qu'est-ce qu'on voit là? C'est tous les non-participants. Donc première chose qui a interpellé, c'est qu'il y a des gens qui habitent très près, en fait, qui sont vraiment très très proches.
qui ne sont pas venus à la consultation. Donc là, c'est tout type de traitement, mais on a même regardé par type de traitement, donc a priori par type de risque. Et en fait, il y a des gens qui ont quand même reçu des traitements assez lourds et qui sont juste à côté, qui ne viennent pas. Voilà, et donc ça, c'est aussi, sur les outils de la cartographie, c'est essayer de... En rouge, en fait, c'est les buffers qui représentent les 500 mètres qui entourent une station ferrée. Donc on voit que il y a des non-participants, bien sûr, qui sont loin, un petit peu des transports dans voie ferrée, mais il y en a quand même qui sont assez bien, qui sont sur les voies de transport et qui sont a priori bien desservis pour venir à Gustave Roussy. Sachant qu'on sait que c'est quand même, quoi qu'il arrive, mal desservi pour ceux qui sont déjà venus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses, on regarde un petit peu les non-franciliens aussi, parce qu'en fait on se dit, finalement, pour les non-franciliens, ce qui va jouer, ça va être le transport, ça va être les barrières financières, ça va être le fait de devoir peut-être éventuellement payer une nuit en hébergement. Et quand on regarde, là aussi c'est une approximation, le score de désavantage, est-ce que on peut peut-être dire que les personnes qui vivent dans ces quartiers ont peut-être moins de ressources, c'est l'hypothèse qu'on fait quelque part implicitement, et bien on voit qu'il y a un gradient quand même qui n'est pas significatif de participation à l'avenue en consultation. Et finalement, quand on fait des analyses multivariées, qu'est-ce qui compte? C'est les déterminants médicaux, c'est-à-dire qu'il y a une surdétermination médicale, c'est les gens ils viennent en fait parce que probablement ils ont déjà des effets à long terme, ou en tout cas ils sont passés par des traitements iatrogènes importants. Et voilà, ce sont des patients qui ont déjà, si ce n'est pas des risques, des pathologies à risque vital, ils ont des pathologies déjà diverses et variées. Alors du coup, on se demande, au travers de ces analyses, le rôle des déterminants individuels, et notamment celui du sexe, parce que voilà, on voit que les femmes viennent plus. Est-ce que c'est parce qu'elles travaillent moins? Est-ce que, à temps partiel, des fois, en inactivité? Quelle est finalement la part des déterminants individuels? Et voilà, c'est la deuxième partie des résultats, plutôt donc à partir des indicateurs individuels de la position sociale. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a que 2 tiers des répondants, donc ça c'est des questions, je pense, qui sont transversales à toutes les bases de données qui chaînent ce type de données. C'est pas mauvais, c'est pas très bon non plus, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà, parmi les sujets qui sont invités à la consultation, juste pour... déjà, c'est pas les mêmes, c'est sûr, ceux qui répondent au questionnaire, et c'est pas les mêmes parce qu'ils ont moins souvent été traités pour une tumeur cérébrale, parce que les tumeurs cérébrales, ça entraîne beaucoup des séquelles cognitives, donc des difficultés même à remplir des questionnaires, des choses comme ça. Donc on a moins de participants de ce diagnostic-là. Ils ont été davantage traités par radiothérapie, ils sont plus âgés et plus souvent traités dans les années 70. Là, on a aussi plus de femmes, ça c'est bon comme d'habitude, et ils sont davantage venus à la consultation. Alors, là aussi, sur les modèles multivariés, quand on regarde un peu les facteurs qui étaient déjà en analyse bivariée, qui étaient reliés à la variable dépendante, on voit que le sexe joue encore de manière assez prépondérante, les hommes viennent moins, que le type de premier cancer joue encore, la région de résidence, elle joue aussi clairement. Le diplôme, malgré la prise en compte de la région de résidence et d'ailleurs de l'emploi aussi, joue de manière significative, mais là aussi c'est comme le quintile le plus bas, c'est-à-dire que c'est vraiment le niveau d'études inférieur au bac qui joue par rapport au niveau d'études supérieures au bac. Du coup, je me dis que j'ai oublié de vous préciser une chose importante, c'est que en gros, les patients, ils ont 35-40 ans en moyenne. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Donc, inférieur au bac, ça commence à être discriminant un petit peu. Voilà, et donc le statut vis-à-vis de l'emploi, on voit que notre hypothèse d'un rapport avec le fait que les personnes sont peut-être plus libres de leur mouvement, en tout cas pour ceux qui sont inactifs ou éventuellement au chômage ne marche pas, et de la même façon, les personnes qui sont en invalidité, donc une reconnaissance administrative de l'invalidité, ne sont pas plus venues à la consultation non plus quand on prend en compte tous ces facteurs. Il y a aussi bien sûr les facteurs liés au traitement qui sont inclus dans ce modèle et qui sont significatifs. Alors en discussion et conclusion, la discussion, elle est actuellement au sein de l'équipe, je vous disais, c'est vraiment des données, des analyses préliminaires, et
ce que j'ai tué aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a constaté des inégalités de mortalité, déjà chez les patients qui sont décédés. Donc, on se demande si ces patients qui sont déjà décédés, en fait, si ces inégalités de mortalité ne réduiraient pas les inégalités de recours aux soins chez les personnes survivantes. Pour ça, il faut réaliser des analyses longitudinales qui sont en cours et qui sont loin d'être simples. Parce qu'il y a des questions de causalité qui sont assez complexes. Bref, quelles sont les perspectives? Alors on voit déjà aux limites de ce que je vous ai présenté. D'abord, on n'a pas forcément pris en compte le caractère rural-urbain du territoire. Il faudrait réaliser des analyses multiniveaux, déjà aussi pour pouvoir peut-être prendre en compte ces caractéristiques du territoire versus les caractéristiques individuelles. C'est avec les événements qui sont là aussi pas forcément très nombreux, il y a un petit peu d'enjeu au niveau méthodologique. Ce qu'on n'a pas fait et ce qui renvoie aussi aux questions qui ont été émises tout à l'heure, c'est la distance au centre. Pour nous, c'est plus simple parce que pour l'instant, il n'y en a qu'un ou à la rigueur, il y en aura 2 ou 3, ça va être relativement simple. Distance au centre en termes de temps de conduite et puis en termes de temps en transport en commun. Un autre point essentiel, c'est la connaissance que les individus ont de leur propre maladie et des effets à long terme. Je vous l'ai dit en introduction, on a fait une étude qualitative il y a déjà un petit moment, même si on ne peut pas faire de statistiques à partir des analyses qualitatives, il y avait quand même la moitié des personnes qui nous disaient le cancer c'est une forme de tabou, on n'en parle pas, il y a des personnes qui ont appris en fait qu'elles avaient un cancer via la cohorte. Il y a vraiment une difficulté par rapport à ça. Donc forcément, si on ne connaît pas même le type de maladie, c'est difficile de savoir s'il y a des effets à long terme, parce qu'on ne sait pas quel traitement on a eu. L'autre hypothèse fondamentale sur laquelle on va travailler aussi, c'est le recours aux soins. Est-ce que les patients qui viennent pas en consultation, ils sont suivis par ailleurs, tout simplement? Là aussi, c'est pas si simple que ça, parce que si on peut isoler pour certains risques, par exemple le risque de cardiomyopathie, on peut regarder s'il y a eu des échographies cardiaques dans les 5 ans qui précèdent. Donc là, on peut dire, ok, ils sont suivis pour ce risque-là, donc c'est peut-être normal s'ils ne viennent pas à la consultation de suivi. C'est pas possible pour tous les types de pathologies, et puis c'est assez complexe. Et puis, bien sûr, on travaille aussi sur les méthodes qualitatives, sur les représentations. Ça peut être... c'est en cours actuellement, et c'est quelque chose qu'on développe, et on voit très clairement sur la question du genre, cette fois-ci, non du sexe, une différence sur le recours aux soins entre hommes et femmes, qui renvoie à des théories sociologiques que j'ai peut-être pas le temps de développer ici. En conclusion, opérationnelle, les inégalités géographiques, même si elles sont pas complètement significatives, etc., même si il y a des déterminants médicaux, il y a quand même une inégalité par rapport au fait de l'éloignement, et ça pose la question du remboursement, de la prise en charge financière, transport, mais aussi hébergement, éventuellement la veille au soir, pour les patients qui sont très à risque, qui sont éloignés du centre. Ça, c'est si on reste dans un espèce de statu quo qui est aujourd'hui celui qu'on connaît, c'est-à-dire 5 centres pour toute la France. Et puis, si on pense plutôt aux inégalités systémiques et qu'on dépasse cette question-là, on se dit, finalement, peut-être c'est pas le bon système, justement, parce qu'il n'y a que 5 centres et que les gens ils viennent de partout. Mais on est quand même dans un contexte de maladie rare. 2500 cas en France par an, cancer de l'enfant et l'adolescent, c'est pas énorme. Et il y a cette question du relais en médecine générale. C'est pas évident non plus, et c'est l'objet d'une recherche une recherche interventionnelle qui est financée par l'INCa, qui vient juste de débuter, pour savoir est-ce que les médecins généralistes peuvent prendre le relais de ces oncopédiatres s'ils sont formés à la gestion des effets à long terme des traitements anticancéreux, qui est quand même assez complexe. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.